Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Christelle Thibault et bienvenue à la série de webinaires, en fait, du projet Travail auprès d'enfants et de jeunes dont les besoins en santé mentale sont complexes, un projet de formation intégrée. Donc, ce projet est présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale, division de l'Ontario. Et le thème du webinaire aujourd'hui, c'est les enfants créatifs dans le genre. Et je vous donne beaucoup plus de détails là-dessus après cette petite introduction au projet. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire en français qui est offert dans le cadre de l'initiative Travail auprès des enfants et des jeunes dont les besoins en santé mentale sont complexes, un projet de formation intégrée. Il s'agit d'un projet de collaboration entre la division de l'Ontario de l'Association canadienne pour la santé mentale et le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse. Le projet est conçu pour offrir une formation de base aux prestataires directs de services de l'Ontario qui travaillent auprès des enfants et des jeunes qui ont des besoins en santé mentale, principalement auprès de ceux qui ont des besoins en santé mentale qui sont complexes. Le projet a 3 volets. Donc, un répertoire direct de la formation qui est déjà offerte en Ontario. Vous pouvez visiter le site web du projet pour découvrir les formations actuellement offertes, fournir des renseignements sur des formations à venir. Il y a aussi 2 webinaires, donc celui-ci, c'est le deuxième qui est offert en français. Il y a aussi une série de 9 webinaires qui a eu lieu en anglais qui sont disponibles sur le site web. Et finalement, il y a aussi un cours en ligne en 6 parties qui est axé sur les services brefs et ce sera offert au printemps 2015. Et le webinaire d'aujourd'hui, il est présenté en collaboration de Santé Arc-en-Ciel Ontario et la division de l'Ontario de l'Association canadienne pour la santé mentale. On va définir, premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par besoins complexes en santé mentale. Donc, on parle d'enfants et de jeunes qui vivent des problèmes de santé mentale graves, multiples, rares ou persistants, qui nuisent à leur fonctionnement dans la plupart des milieux, par exemple à la maison, à l'école et dans la collectivité. On retrouve, par exemple, dans cette catégorie, et c'est une liste qui n'est pas complète, des enfants et des jeunes aux prises avec soit des troubles concomitants, des diagnostics multiples, des troubles aggravés par l'exclusion sociale, les démêlés avec le système de justice et des antécédents de traumatisme. Donc, ce sont des enfants et des jeunes qui ont grandement besoin de ressources et de services multiples bien coordonnés, indépendamment du fait qu'ils aient accès ou non. La définition de jeune, dans le cadre du projet, c'est les personnes âgées de 29 ans et moins. Dans le cadre de ce webinaire-ci spécifiquement, on va être axé plus sur les enfants et les jeunes adolescents. Et finalement, pour plus d'informations sur le projet, visitez le site web. Il y a beaucoup d'autres informations. Il y a les autres webinaires, les enregistrements et tout ça que vous pouvez consulter. OK, donc maintenant, on passe au webinaire en tant que tel. Encore une fois, je me présente, je suis Christelle Thibault. Je fais la coordination des services francophones pour Santé Arc-en-Ciel Ontario. Et Santé Arc-en-Ciel Ontario, c'est un organisme d'envergure provinciale qui fait la promotion de la santé LGBTQ, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer ou allosexuelle. Et aujourd'hui, notre sujet abordé, c'est les enfants créatifs dans le genre et les jeunes trans. Et donc, Herschel Russell, qui est un psychothérapeute à Toronto, il a présenté un webinaire similaire en anglais il y a 2 semaines environ. Et lui, il s'identifie ouvertement en tant qu'homme trans. Il a travaillé en collaboration avec Santé Arc-en-Ciel Ontario pour développer le contenu du webinaire. Donc, avant de commencer, en fait, une chose que je voulais mentionner, c'est que bien que le webinaire fait partie de l'initiative à propos des besoins complexes en santé mentale, c'est vraiment important de mentionner que la variance de genre ou la pluralité des genres, ce n'est pas une question de maladie mentale.
Les militants trans ont travaillé énormément, en fait, pour dépathologiser la variance de genre qui était avant perçue comme étant une maladie mentale. Mais par contre, aujourd'hui, les choses ont changé et on reconnaît en fait que c'est la transphobie et c'est la rigidité des normes de genre qui ont des effets négatifs sur la santé mentale. Donc, en plus, une raison de parler de ça, par exemple, dans le contexte du projet, c'est que bon, les enfants et les adolescents sont aussi impliqués dans le système scolaire. Donc, le système scolaire et la famille font aussi partie de ces enjeux-là. Et l'autre point aussi, c'est que les familles et les jeunes eux-mêmes ont tendance à accéder à des services de santé mentale reliés à l'identité de genre et l'expression de genre. Mais encore une fois, la variance de genre, ce n'est plus considéré comme étant un trouble. Donc, avant de continuer, j'aimerais bien savoir en fait qui est avec nous aujourd'hui. Donc, ici, vous avez un petit sondage, en fait, et vous avez juste à cliquer, dans le fond, c'est quelle catégorie qui s'applique à vous, où est-ce que vous vous situez. On vous donne quelques instants. Okay. Parfait. Ben, merci, c'est bien intéressant de voir, dans le fond, on a une diversité de personnes présentes, prestataires de soins et de services en santé mentale, éducateurs, éducatrices, gestionnaires. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être ici et de participer au webinaire. OK, donc le webinaire va être surtout axé sur la diversité de genre, l'identité, l'expression de genre. Par contre, ce sont vraiment toutes les identités d'une personne et tous les systèmes d'oppression qui interagissent et qui guident l'expérience des enfants créatifs dans le genre et des personnes trans. Dans les vidéos, par exemple, que je vais utiliser aujourd'hui, les vidéos qui sont disponibles en français, il n'y a pas beaucoup, en fait, de diversité ethnoculturelle ou de diversité économique, etc. C'est une des limites, en fait, par rapport à ce genre de contenu-là, comparativement au contenu qui est disponible en anglais. Donc, certaines expériences qui vont être représentées ne peuvent pas nécessairement être généralisées pour tout le monde. Un autre exemple par rapport à ça, c'est que mon expérience personnelle en tant que personne qui s'identifie de genre non conforme ou de genre fluide, mais qui est aussi blanche et de classe moyenne, par exemple, c'est très différent de l'expérience d'une femme trans racisée. Dans quelques exemples de ça, dans notre société qui valorise beaucoup plus la masculinité, la société en général est plus tolérante d'une personne comme moi, avec une apparence androgyne ou une apparence plus masculine. Et je suis aussi pas marginalisée à cause de ma race ou de la couleur de ma peau. Mais c'est très différent pour une personne qui est marginalisée dans plusieurs domaines parce que ça augmente les expériences de violence, ça augmente le niveau de discrimination et ça a vraiment un impact important sur la santé physique et la santé mentale, l'accès aux ressources et plus encore. Ici, l'image que vous voyez, ça vous donne certains exemples de formes d'oppression. Qui sont croisés, comme le racisme, le sexisme, l'hétérosexisme, le classisme, le colonialisme et le capacitisme. Alors, le genre, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Surtout en français, quand on parle de genre, souvent on parle de sexe, on parle de genre, les deux mots sont utilisés sans vraiment distinction entre les uns de l'autre. La perception, le courant dominant, en fait, c'est qu'il y a seulement deux sexes. Il y a des mâles, il y a des femelles, ou même en français, pour parler d'être humain, on n'utilise pas généralement mâles et femelles, on dit juste qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, seulement deux catégories. Les deux catégories qui s'opposent
l'une à l'autre, puis le sexe et le genre, ça veut dire la même chose. Ça, c'est les idées courantes et dominantes par rapport au genre. Par contre, le nouveau courant, puis je mets nouveau en guillemets parce que c'est pas vraiment des nouvelles idées, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement qu'il n'y a pas seulement deux sexes, mais en fait, il y a une gamme, il y a des variations du développement sexuel. Et l'autre mot qu'on utilise pour ça, c'est conditions intersexes. Et aussi à travers l'histoire, à travers le monde, à travers différentes cultures, il y a beaucoup d'exemples de pluralité des genres dans plusieurs nations. Donc, oui, finalement, le sexe et le genre, en fait, c'est pas la même chose parce que le sexe qui est assigné à une personne à la naissance ne correspond pas toujours à son identité de genre en tant qu'adulte. Puis au fur et à mesure qu'on avance, je vais clarifier un peu certains de ces concepts-là. Donc, la pluralité des genres, voici quelques exemples, juste pour vous montrer la diversité qui existe à travers le monde. Ce n'est pas une liste complète, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous montre en fait différents endroits, différentes nations, différentes cultures où on retrouve des catégories de genre autres que seulement hommes ou seulement femmes. C'est soit des catégories de troisième genre ou en fait ou plus que 3 genres potentiellement. Donc ça vous donne juste quelques exemples à travers le monde. Et ici, en Amérique du Nord, ou l'île de la Tortue, le terme bispiritualité, ou two-spirit en anglais, est utilisé depuis environ 25 ans pour justement parler de l'intersection entre l'identité des personnes autochtones et la diversité sexuelle et la diversité de genre. Donc, je vous partage directement les mots de Diane, de la nation Mohawk de Kanawagé, qui explique un bispirituel, c'est quelqu'un qui n'est ni typiquement homme, ni typiquement femme, mais quelque part entre les deux sexes. Le bispirituel, c'est le médiateur, celui qui négocie entre deux pôles. Ça peut être entre les hommes et les femmes, entre les autochtones et les non-autochtones, etc. D'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'un être spécial avec un don, c'était tout un honneur d'être leur partenaire. Donc, il y a toute cette variance de genre qui a existé depuis longtemps et à travers le monde. Par contre, la colonisation européenne a eu des conséquences extrêmement négatives sur toute cette diversité-là de genre et la diversité culturelle. La colonisation européenne a imposé spécifiquement des mœurs et des croyances, particulièrement au genre, particulièrement aux relations familiales. Et le tableau ici, ça vous donne un petit exemple. Ça montre un général en fait qui ordonne une attaque contre des personnes autochtones, des personnes qui démontraient cette variante-là, soit au niveau de la sexualité ou au niveau du genre. Et donc, cette attaque, c'est un génocide en fait à cause de leur différence. Donc, parmi vous, comme vous êtes intéressé à un webinaire sur par rapport à l'enfance et les jeunes, il y en a probablement plusieurs parmi vous qui ont déjà étudié le développement de l'enfant. Et à ce niveau-là, dans le courant dominant, ce qu'on dit, c'est que l'identité de genre, elle est établie à l'âge de 2 ou 3 ans environ, et que l'identité de genre et que l'identité de genre, elle est fixe. Donc ça, c'est le courant dominant. Mais maintenant, en fait, il y a d'autres perspectives, en fait, qui nous disent un nouveau courant qui, premièrement, nous indique que l'identité de genre, elle n'est pas fixe, mais elle est plutôt fluide. Il y a des gens à tout âge, en fait, qui décident de faire une transition ou qui s'identifient en tant que trans ou qui s'identifient même de genre fluide. Donc, l'idée que l'identité de genre, elle est fixe, ça, elle est fausse. Et il y a aussi d'autres, en fait, chercheurs, ici, il y a une petite citation de Jake Pine qui décrit en fait que le fait que l'identité de genre soit considérée établie ou fixe à l'âge de 2-3 ans, c'est pas nécessairement
une observation par rapport à l'identité de genre en tant que telle, mais c'est peut-être plus une information, the deference to the normative map of gender, en fait, une observation que les enfants, à cet âge-là, c'est l'âge où ils comprennent, en fait, à obéir à certains règlements, et qu'ils comprennent que s'ils ne se conforment pas à une certaine norme de genre, ils vont décevoir les gens autour d'eux ou ils vont faire face à de l'intimidation ou du harcèlement par rapport à de leur famille, de leur père, etc. On peut aussi se poser la question, qui détermine le genre? Et bon, il y a vraiment une seule réponse à ça, c'est que chaque individu, dans le fond, détermine son propre genre. C'est moi qui prend la décision ou qui a la connaissance interne de quelle est mon identité de genre. Il y a une belle illustration ici de Sophie Labelle, qui est une femme trans du Québec, qui a créé une bande dessinée merveilleuse qui s'appelle Assigné garçon. Je vais utiliser plusieurs illustrations au cours du webinaire. Et parce que c'est vraiment, je trouve que c'est des messages, elle passe un message vraiment génial par rapport à une perspective, une expérience trans, un parcours trans, et particulièrement pendant l'enfance ou la jeune adolescence. Donc, cette idée-là, en fait, de chaque personne s'auto-identifie, peut s'auto-déterminer, c'est aussi quelque chose qui, suite à des combats de militantes et militants trans qui ont été gagnés en Ontario, la Commission des droits de la personne, en fait, reconnaît et a une politique, ici ça dit une politique sur l'identité sexuelle et l'expression de l'identité sexuelle, qui sont utilisées, l'identité sexuelle dans ce cas-ci est utilisée comme terme équivalent d'identité de genre ou expression de genre. Donc c'est reconnu dans le Code des droits de la personne, en fait, que c'est chaque personne qui auto-identifie son propre genre et que chaque personne doit être reconnue, en fait, selon le genre avec lequel elle s'identifie. Donc, en résumé, par rapport au concept de sexe et de genre, le sexe qui est assigné à la naissance, c'est une catégorie médicale, une catégorie légale qui est assignée au corps selon l'anatomie, la génétique, la physiologie, par exemple, les organes génitaux, les chromosomes, les hormones. Généralement, par exemple, la façon dont le sexe est assigné, c'est un bébé naît et en fait, on regarde ses organes génitaux et s'il y a un pénis, on dit c'est un garçon. S'il n'y a pas de pénis, on dit ah, c'est une fille. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est très rare les gens qui ont qui font faire un test sanguin ou quoi que ce soit pour en fait savoir le niveau d'hormones ou c'est quoi tes chromosomes, etc. Des fois, c'est même avant la naissance, c'est à l'échographie qu'on détermine. Fait que, généralement, c'est comme ça que le sexe d'une personne est déterminé. Et donc, l'identité de genre, quant à elle, c'est un sentiment interne d'appartenance à un, plusieurs ou possiblement aucun genre. C'est une vision intérieure de soi. Et l'expression de genre, c'est la manière d'exprimer, d'extérioriser l'identité de genre. Et ça, on fait ça de différentes façons. Les gens le font par leur apparence, par les styles de communication, par les rôles qui sont adoptés dans la société. Je veux dire, un petit exemple de ça, un changement que j'avais fait à mon expression de genre, c'est quand j'ai passé d'une coupe de cheveux, j'avais les cheveux longs, après ça j'ai changé, là j'ai mis les cheveux courts, c'était une façon d'exprimer le genre d'une façon différente.
Est-ce que le genre, c'est un continuum? Est-ce que c'est un continuum avec, d'un côté extrême, la masculinité, les hommes, etc., et d'un autre côté extrême, tout ce qui est féminin, la féminité, etc., puis on retrouve les personnes qui sont androgynes juste comme dans le milieu de ce continuum-là ou du spectrum? Pas exactement. Il y a des représentations, en fait, très créatives que vous voyez ici, du genre en tant que quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est pas juste une ligne droite, puis tu es d'un côté ou de l'autre, ou tu es dans le milieu. Mais en fait, c'est quelque chose qui a plusieurs dimensions, qui peut être représenté de différentes façons et où les gens peuvent se situer selon leurs sentiments internes. Un peu de terminologie. On va parler d'un fois du terme transgenre qu'on entend, je pense, plus communément, puis peut-être moins communément le terme cisgenre. Donc, je voudrais faire la distinction entre les deux. Le terme cisgenre, ça se réfère en fait à une personne dont l'identité de genre correspond au sexe ou au genre qui lui a été assigné à la naissance. Ici, il y a une illustration de Sophie Labelle qui dit « Être cisgenre, c'est pas une insulte. Ça veut juste dire que vous vous identifiez au genre qui vous a été assigné à la naissance. » Et reconnaître cela ainsi que les privilèges associés au fait d'être cis, c'est le premier pas vers l'acceptation des personnes trans. Donc, le terme cisgenre lui-même est issu des communautés trans, justement, pour identifier les personnes non trans. Parce qu'on ne veut pas seulement nommer ce qui est différent, mais de pouvoir nommer la norme aussi, c'est un outil qui est très utile. Et bon, l'autre illustration qui montre le personnage de Steffi, qui est une petite fille trans, elle dit ici, « Je ne suis pas née garçon autant que je ne suis pas devenue fille. On m'a juste jamais demandé mon avis. » La différence entre les personnes cisgenres, c'est qu'elles sont d'accord avec leur genre, le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Donc, une personne trans, ou le terme transgenre, est utilisé pour se référer à une personne dont le sexe assigné, dont l'identité de genre plutôt ne correspond pas d'une manière ou une autre à le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Okay. Un autre terme important, et par rapport en contexte de santé mentale, il y a eu un changement très important dans le DSM-5. On a passé du trouble de l'identité de genre vers la dysphorie de genre. Donc, maintenant, comme j'ai mentionné au début du webinaire, la variance de genre ou la pluralité des genres, c'est plus considéré comme ayant un diagnostic de maladie mentale, mais plutôt il y a une nouvelle catégorie de diagnostic de dysphorie de genre. C'est un changement qui a été relativement récent. La dysphorie de genre, ça reste encore un thème de controverse. Il y a certaines personnes qui disent oui, on a besoin d'un terme de dysphorie de genre pour continuer à avoir accès aux soins, aux services médicaux, en fait, pour avoir accès, par exemple, à des hormones ou à des chirurgies, ou etc., à du soutien médical. Et d'autres personnes, c'est illustré ici par Sophie, en disant le seul diagnostic que je reconnais, c'est l'euphorie de genre. Donc, c'est une critique. C'est une critique du concept de dysphorie de genre. Mais bon, il y a différentes opinions par rapport à ce que c'est utile ou non. Mais pour l'instant, avoir un diagnostic de dysphorie de genre, c'est souvent une des étapes pour avoir accès à des soins. Chez les enfants, les termes qui sont utilisés, il y en a plusieurs qui sont reconnus de façon ou utilisés de façon formelle ou informelle. En général, quand j'utilise le terme enfant créatif dans le genre,
Ça veut dire un enfant dont l'identité ou l'expression de genre ne se conforme pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Et il y a d'autres façons de dire la même chose. On peut dire enfant de genre non conforme. L'utilisation d'enfants trans ou enfants transgenres est en fait assez commune. Il y a un organisme en anglais qui s'appelle Gender Creative Kids, en français qui s'appelle Enfants transgenres Canada. Donc, enfant transgenre est quand même utilisé assez souvent. On peut aussi dire variant au genre, indépendant du genre binaire, fluide. Si c'est une personne autochtone, on peut utiliser bispirituel, de troisième genre. Il y a plusieurs façons, en fait, de parler de la variance de genre. Personnellement, pourquoi est-ce que j'ai choisi enfant créatif dans le genre, comme en français, plutôt que enfant transgenre? C'est un choix que j'ai fait parce que les enfants qui démontrent une variance de genre à l'enfance ne seront pas nécessairement des adolescents ou des adultes trans. Donc, bon, il y a différentes façons de pouvoir utiliser le terme. Je vous explique juste un peu pourquoi j'ai fait ce choix-là en particulier. Un autre terme à définir, c'est la transition. Qu'est-ce que ça veut dire une transition? Ça veut dire faire des changements pour mieux s'aligner avec son identité de genre. Donc, ça peut être des changements au niveau social, ça peut être des changements avec l'utilisation de soins médicaux, accéder à différents soins. Mais ce sont des changements qu'une personne fait dans sa vie pour vivre de façon, dans le fond, qui est alignée avec la façon dont cette personne-là s'identifie elle-même, sa vision interne d'elle-même. La transition sociale qui est montrée ici sur la diapo, ça veut dire des changements, par exemple, de nom, de pronoms, de vêtements, de coiffure. Et ça, c'est une transition qui peut avoir lieu à n'importe quel âge. Donc, ça peut avoir lieu dès la petite enfance, ça peut avoir lieu à l'adolescence, ça peut avoir lieu à l'âge adulte. Mais par exemple, c'est la seule forme de transition qui est accessible aux jeunes enfants, qui est accessible aux enfants avant la puberté. Okay. Il y a aussi il y a une petite image ici qui montre, qui dit « Je ne fais pas que m'identifier comme fille, je suis une fille, peu importe les vêtements que je porte en passant. » Donc, un petit commentaire dans le sens que, oui, c'est l'apparence, la coiffure et tout ça, particulièrement les cheveux, les coupes de cheveux sont extrêmement genrées. Ça influence comment les gens perçoivent le genre de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est un petit commentaire pour dire, ben, en fait, peu importe la façon dont une personne exprime son genre ou peu importe la façon dont quelqu'un se présente ou les vêtements qu'il porte et tout ça, ça ne change pas son identité de genre interne. La transition sociale, elle est de plus en plus commune. En fait, cette étude ici qui est montrée sur la diapo indique que le pourcentage d'enfants qui se présentent aux cliniques d'identité de genre qui ont déjà entamé une transition sociale a augmenté énormément dans les 15 dernières années. Donc, avant l'an 2000, c'était seulement 1,7% des enfants qui se présentaient et qui avaient déjà fait une certaine transition sociale. De 2000 à 2004, ça a augmenté à 22 %. De 2005 à 2009, ça a augmenté à 42 %. Donc, c'était presque la moitié. Puis, bon, on ne sait pas, maintenant, on est rendu en 2015, donc c'est très possible, si ça continue comme ça, que c'est encore un nombre plus élevé de jeunes enfants qui auraient déjà fait un certain niveau de transition sociale. Donc, qui auraient peut-être changé leur apparence, encore une fois, ou qui auraient changé leur coupe de cheveux, qui ont peut-être à l'école changé leur nom, qui ont peut-être fait un changement légal aussi de nom ou quoi que ce soit. Donc, différents aspects de la transition, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus commun chez les jeunes enfants. Ensuite, l'autre forme de transition, c'est une transition médicale. Mais ça,
seulement à partir de la puberté. Donc, c'est jamais pour les enfants avant qu'ils aient commencé la puberté. Parfois, c'est un des mythes peut-être ou des fausses perceptions ou des fausses croyances que certaines personnes ont que mais vous voulez donner des hormones aux enfants ou ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est tout à fait faux. C'est seulement à partir de la puberté que là s'ouvrent d'autres possibilités de transition médicale. La première, c'est la suppression de la puberté. Donc, la suppression de la puberté, comment ça fonctionne? C'est que les médecins peuvent prescrire des inhibiteurs hormonaux. Et ce que ça fait, c'est que ça retarde les changements corporels qui sont potentiellement non désirés. Donc, quand un enfant qui est créatif dans le genre, en fait, ne veut pas entamer la puberté selon du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc, à ce moment-là, il y a cette option-là de prendre les inhibiteurs hormonaux pendant environ 2 ans. Et c'est quelque chose qui est totalement sécuritaire, qui a été bien étudié parce que les inhibiteurs hormonaux, ça fait plusieurs décennies déjà qu'ils sont utilisés, pas nécessairement chez les enfants créatifs dans le genre, mais pour d'autres situations de puberté précoce. Donc, il y a beaucoup d'études pour démontrer que c'est un usage qui est sécuritaire et l'effet est réversible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'un enfant arrête de prendre les inhibiteurs hormonaux, ben, la puberté continue, comme s'il n'y avait jamais eu d'interruption. Donc, ce que ça fait, ce que ça permet de donner, c'est que, bon, chez des enfants qui sont encore assez jeunes, 10, 11, 12, 13 ans potentiellement, ça permet d'avoir plus de temps, en fait, plus de temps pour prendre une décision par rapport au genre, par rapport à la façon dont ces enfants-là veulent que leur corps se développe. Pour les jeunes qui sont un peu plus âgés, donc on regarde de 14 à 16 ans environ et plus, il y a aussi l'accès à l'hormonothérapie qui est possible. Et pour les jeunes de 18 ans et plus, à ce moment-là, il y a d'autres possibilités par rapport à l'accès à des chirurgies aussi. Mais le parcours de transition est toujours bien individuel et c'est chaque personne, en fait, qui va décider qu'est-ce qui lui convient, en fait, pour avoir le type de changement qui est désiré. Donc, certaines personnes vont faire une transition sociale et c'est tout. D'autres personnes vont accéder à l'hormonothérapie. D'autres personnes vont accéder aux chirurgies. Pour certaines personnes, c'est très important. Pour d'autres personnes, pour d'autres personnes trans, ce n'est pas une priorité. Une chose importante, c'est que à l'âge de la puberté, c'est là qu'il se manifeste beaucoup de détresse potentiellement chez les adolescents trans. D'entamer une puberté en fait ou des changements corporels qu'une personne ne désire pas, ça peut être très, très difficile. Ça peut mener à des symptômes de dépression ou d'anxiété ou d'autres difficultés au niveau de la santé mentale. Et ça se manifeste, en fait, ici on voit différentes études, en fait, qui montrent certains comportements autour de la puberté ou chez les jeunes de 16 à 24 ans environ. Donc, il y a des taux très élevés d'automutilation, environ 42% chez les adolescents trans. Et ça commence vers l'âge de 14 ans environ. Et il y a des taux aussi très, très élevés, beaucoup trop élevés de suicidalité. Donc, chez les jeunes de 16 à 24 ans environ, il y en a presque la moitié qui ont envisagé le suicide et 19% qui ont fait une tentative de suicide. Ça, c'est selon l'étude Transpulse, qui était une étude basée en Ontario en 2010. Donc, ce sont des statistiques qui sont vraiment excessivement élevées. Il y a beaucoup de détresse, en fait, qui se manifestent à la puberté ou à l'adolescence. Ça mène aussi certains jeunes trans à faire une transition maison, une transition do-it-yourself, à accéder potentiellement à des hormones qui viennent de l'Internet, sans suivre une certaine posologie, sans avoir
l'accès au soutien de médecins. Donc, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour la santé aussi. Ici, une citation qui vient du guide, en fait, les standards de soins, version 7, qui date de 2011, de la World Professional Association for Transgender Health, donc qui est une association mondiale qui est en fait reconnue, qui guide beaucoup de décisions de différentes politiques ou des gouvernements et tout ça, et qui dit que supprimer ou laisser la puberté se produire, ce n'est pas un acte neutre. En fait, non, c'est pas neutre du tout. Ça peut avoir des conséquences très graves pour la santé ou pour la vie des jeunes trans. Donc, c'est vraiment un moment très important. OK, on va passer à une vidéo. On va parler un peu de l'expérience de Holly. À première vue, Holly est une belle petite fille de 11 ans, comme les autres filles de son âge. Mais Holly, en fait, elle s'appelait Olivier. Ce soir, on vous propose donc un sujet qui est franchement délicat, très délicat, déstabilisant même, qui fait découvrir un univers que peu d'entre nous connaissent, celui des enfants transgenres. Pas des adultes, pas des adolescents, mais des enfants qui, parfois très jeunes, sont malheureux dans leur corps de garçon ou de fille et veulent changer de sexe. Bouchra Watik nous présente ce soir le cas de 2 de ses enfants. What is that you're playing there? It's our favorite game. Annie Pollen Sans Façon habite dans l'ouest de Montréal avec son mari, son fils Alex et sa fille Holly. Mais sur les photos de famille, ce sont 2 petits garçons qu'on voit. Holly est née Oliver. Son désir d'être une fille était bien présent dès sa première journée à la maternelle. Je vais toujours m'en souvenir parce que c'était la première fois qu'elle voyait les autres amis et elle a dit « Mais maman, pourquoi moi j'ai pas le droit de mettre une jupe? » Et donc je me suis dit « Ben voyons, Oliver, t'es un garçon, tu peux pas mettre de jupe, les garçons ça met des pantalons. » Holly a aujourd'hui 11 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a commencé sa transition vers le sexe opposé. Et j'ai porté ma première jupe et ma première brassière, puis la brassière, elle était comme over the top. Comme, il disait, oh, pourquoi tu portes une brassière? T'es même pas supposé d'en porter un. Et Holly est loin d'être la seule enfant dans sa situation. Le docteur Chauveau-Gauche est le seul pédiatre au Québec spécialisé en identité de genre. Depuis 10 ans, il a vu plus de 300 enfants et adolescents qui se questionnent sur leur genre. Il y a aussi des cliniques spécialisées à Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver. L'identité de genre est quelque chose qui arrive assez tôt durant la vie, durant l'âge de 3, 4, 5 ans. Juste à dire non, t'es un garçon, fais comme tous les autres garçons, n'est pas suffisant pour améliorer le sentiment d'être incongruent ou mal à l'aise. La dysphorie de genre est reconnue par les psychiatres. Ces enfants sont biologiquement garçons ou filles, mais leur cerveau leur dit le contraire.
On pose ce diagnostic quand l'enfant exprime de façon soutenue son inconfort avec son sexe biologique et son sentiment d'être du sexe opposé. Et la médecine ne cherche pas à les guérir, mais simplement à les accompagner dans leur transition. C'est qui je suis et si tu veux pas être, si tu m'acceptes pas, tu es juste pas mon ami. Holly est une jeune fille très épanouie, mais la grande majorité des enfants transgenres vivent dans l'ombre. J'aime mettre des jupes et des chandails avec des motifs et aussi des couettes. C'est le cas de Martin, dont nous avons changé le nom. À l'école, Martin est un préado comme tous les autres, mais dès qu'il rentre à la maison, il troque ses vêtements amples pour des robes à paillettes. Il peut être habillé en robe, on regarde la télé en famille un soir à 6h, 7h, et ça sonne à la porte. Oh, qui est là? Qu'est-ce que je fais? Et des fois, il va se cacher dans la salle de bain. Et c'est très, très difficile parce qu'on n'a pas honte, mais en même temps, on veut pas qu'il soit humilié. Martin souhaite lui aussi être une fille depuis qu'il est tout petit. Il retournait toujours vers ces petites choses-là de filles. Poupées, robes, déguisements, jeux de rôle. Après des années de questionnement, Maryse a emmené Martin chez le docteur Gauche. Il avait 8 ans. Moi, il dit, si je vais voir ce docteur-là, est-ce qu'il a la machine? De quelle machine parles-tu? Il me dit, la machine dans laquelle je peux entrer en garçon et ressortir en fille. C'est là que j'ai vu, c'est réel. Mon enfant, vraiment dans sa tête et dans son cœur, il n'est pas un garçon. Et ça, c'est un choc pour les parents. Pour s'entraider, un groupe de parents a fondé l'organisme Enfants Transgenres Canada, dont Annie Pollen Sans-Façon est la vice-présidente. Les parents d'enfants trans vivent plusieurs obstacles, plusieurs défis en essayant de soutenir leur enfant. Par exemple, il y a beaucoup de défis qui sont au niveau personnel, comme par exemple, beaucoup de parents ont exprimé des sentiments d'anxiété et d'isolement. L'école est un lieu particulièrement éprouvant pour ces familles. D'ailleurs, le tiers des jeunes transgenres ont déjà fait une tentative de suicide. Contrairement à la mère de Martin, la mère d'Holly a réussi à obtenir le soutien du personnel de l'école. Il y a un enfant, je crois, l'année passée, qui a crié dans la cour d'école « C'est lui ». OK, donc j'espère que ça a bien fonctionné de votre côté de pouvoir assister à la vidéo. Je voulais mentionner quelques points saillants, je pense, qui ressortent de cette vidéo-là, qui en fait touchent à beaucoup de thèmes, beaucoup d'enjeux. Premièrement, je trouve que c'est intéressant ou c'est problématique en fait dans les médias souvent comment c'est présenté comme une enfant comme les autres, mais puis souvent il y a cette idée-là que c'est quelque chose peut-être de secret, quelque chose de honteux. En fait, ça fait partie de notre domaine culturel en ce moment. L'idée que c'est quelque chose de délicat, de déstabilisant. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent, je pense, dans les médias. Ici, les exemples, c'est des exemples de jeunes où la non-conformité se manifeste dès la petite enfance. D'autres choses qu'on voit, c'est que oui, il existe des cliniques spécialisées pour le soutien aux enfants créatifs dans le genre, avec une approche qui est d'accompagner plutôt que de guérir, d'essayer de changer quelque chose à propos de la personne. Non, en fait, c'est juste d'accompagner le processus. Ce qu'on voit dans la vidéo aussi, c'est que, bon,
Ici, on voyait des exemples d'espaces sécuritaires à la maison, mais pas nécessairement à l'extérieur. Donc, il y avait un exemple où oui, il y avait le soutien au niveau de l'école, puis un exemple où non, il n'y avait pas eu de transition sociale qui s'était faite à l'école. Ça a parlé aussi des défis avec les parents. Donc, un parent ça prend du temps parfois pour accepter la variance de genre chez les enfants. Puis, la famille n'est pas toujours un espace sécuritaire. Dans les vidéos que je présente aujourd'hui, oui, c'est des exemples qui sont très positifs, mais ce n'est pas toujours la réalité pour certaines familles, pour certains parents, tuteurs, tutrices. Chez les parents, il peut y avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup d'isolement, et le soutien par les pairs, c'est quelque chose de très important pour naviguer ce genre de situation-là. La vidéo aussi parlait un peu du taux de suicidalité chez les jeunes, l'importance de la défense des droits à l'école. Ça a touché sur la puberté, l'hormonothérapie. Donc, vraiment beaucoup de choses, en fait, là, pour une vidéo de 6 minutes. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Puis finalement, j'ai mis une opération à la fin parce qu'il parle justement de Oli, si elle choisit, elle pourra peut-être subir une opération. Puis en fait, ça donne une mauvaise idée de comme s'il y avait seulement une opération, puis là, à ce moment-là, ta transition, elle était complète, elle était finie et tout ça. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs différentes possibilités de chirurgie, puis bon, pour chaque personne et son parcours de transition, dans le fond, va choisir ce qui lui correspond, ce qui est désiré. Et ça se peut que ce soit aucune chirurgie, en fait. Donc, j'ai déjà commencé à parler de ça un peu. Dans les médias, souvent, c'est un seul discours, une seule représentation des enfants créatifs dans le genre. Ce sont des enfants généralement transgenres qui, on dit qu'ils sont nés dans le mauvais corps, qui généralement ont déjà effectué une transition sociale ou sont sur le point de le faire, qui sont généralement de genre binaire. Donc, on va dire que pour Oli, qui avait été assignée garçon à la naissance, elle s'identifie comme fille. Martine, qui a aussi été assignée garçon à la naissance, aussi s'identifie comme fille. Donc, ça reste dans le genre binaire, garçon, fille, homme, femme. Encore une fois, des exemples d'enfants qui se reconnaissent depuis la petite enfance, qui ont une identité fixe, donc une identité trans, mais une identité qui est fixe et non pas fluide. Et aussi, les médias ont tendance à être vraiment fascinés par l'idée des chirurgies. Donc, encore une fois, d'autres illustrations de Sophie Labelle, en fait, pour contrer un peu à ce message-là qui est souvent retrouvé dans les médias. Donc, elle écrit ici, où le personnage de Steffi nous dit « Mon corps n'est pas mauvais, c'est la manière dont vous regardez qu'il est. » Et aussi, « Je ne suis pas une fille dans un corps de garçon, je suis une fille, c'est mon corps, les filles ont toutes sortes de corps. » Elle a aussi une autre illustration en anglais qui se réfère aux organes génitaux en disant je suis une fille, j'ai un pénis, donc ça doit être un pénis de fille. Donc, il y a différentes façons. C'est sûr que si pour certaines personnes qui s'identifient en tant que trans ou pour certains enfants créatifs dans le genre, ressentent ou ont un sentiment de dire oui, je me sens pas à l'aise dans mon corps ou je sens que c'est le mauvais corps ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, bon, ça va quand les personnes s'auto-identifient d'une certaine manière. Mais juste le message en fait que je veux communiquer, parce qu'on ne le retrouve pas souvent dans les médias, c'est cette idée-là que pour certaines personnes, c'est bon, mon corps, c'est mon corps, puis mon corps, il correspond à mon identité de genre. J'ai juste un corps qui est différent des autres, puis c'est pas un problème avec mon corps, c'est un problème avec la façon dont la société n'accepte pas le fait que mon corps soit différent. Ce qui n'est pas aussi souvent montré dans les médias, c'est le fait que il n'y a pas seulement des genres binaires, il n'y a pas seulement des gens qui font une transition assigner garçon à fille ou assigner fille à garçon, par exemple, mais en réalité, il y a beaucoup plus de diversité que ça.
La seule chose vraiment que les enfants créatifs dans le genre ont en commun, c'est pas leur identité de genre ou leur expression de genre en tant que telle, c'est le fait qu'ils ont une expérience de discrimination face à ça. Donc, il y a de la discrimination par rapport qui vient de la société, qui vient de la famille, qui vient parfois des écoles, qui vient de différents systèmes qui ne reconnaissent pas, en fait, la pluralité des genres. Mais c'est pas tous les enfants créatifs dans le genre qui vont nécessairement s'identifier en tant que garçon ou fille. Il y a des exemples. Il y a un exemple que Herschel décrit d'un enfant qui se décrit comme étant moitié-moitié. Donc, genre moitié garçon, moitié fille. Ou des personnes peut-être plus vers l'adolescence, en fait, qui s'identifient complètement à l'extérieur de catégories binaires. Donc, un des termes qui est utilisé pour ça, c'est intergenre, qui est une traduction de genderqueer en anglais. Donc, en contexte ontarien, genderqueer est peut-être plus fréquent que intergenre. Et ici, les illustrations montrent hen. En fait, hen, c'est le pronom neutre en suédois. Donc, pour des personnes qui s'identifient complètement hors de la binarité de genre, ou dans le fond qui veulent s'exprimer, qui ont un genre neutre ou qui s'identifient peut-être comme agenre, donc n'ayant pas de genre. Il y a plusieurs identités de genre qui existent. Donc, hen en suédois, c'est ce pronom neutre-là. En français, c'est un langage qui est extrêmement genré. Donc, ça peut être très difficile de s'exprimer de manière neutre. Je sais que pour moi, en fait, c'est un défi. Il y a certains choix de pronoms. Il y a IL, comme en un mot, soit IEL ou YEL. Il y a aussi OL, OL, qui est comme une combinaison genre de on, il et elle. Il y a UL, UL, et parfois aussi, j'ai vu il, mais il, I, L-L-E, encore une fois, donc une combinaison de il et elle. Ça marche à l'écrit, celui-là, mais ça ne marche pas vraiment à l'oral parce qu'on ne peut pas entendre la différence. Donc, en français, il y en a certaines options. Donc, c'est ça. Le genderqueer ou intergenre, c'est quelque chose qu'on voit, je pense, de plus en plus fréquemment, particulièrement chez les adolescents, les jeunes adultes. Et c'est ça, c'est des personnes qui peuvent s'identifier soit à l'extérieur de la binarité, soit qui s'identifient comme étant hommes et femmes en même temps, ou ni un ni l'autre, et de troisième genre, ou c'est fluide dans le genre, ou non conforme dans le genre. OK, on va passer à une deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Matt. À première vue, rien ne distingue Matt des autres ados. Un détail près, Matt est transgenre. Pour moi, le genre, c'est ce qu'une personne pense d'elle-même, comment elle veut être identifiée, et non pas son apparence. C'est en maternelle qu'il fait son coming out en devenant Mathéa, à un âge où beaucoup d'enfants transgenres sont victimes de harcèlement. Selon une étude, 40% d'entre eux feraient même une tentative de suicide. Quand tu es un parent d'un enfant trans, il faut être prêt à perdre des amis, perdre la famille, perdre ta job, changer de milieu de vie pour que ton enfant soit le mieux possible. En 2010, l'Agence de santé du Canada a émis une liste de recommandations aux écoles pour apporter un soutien aux enfants transgenres. Aujourd'hui, certaines provinces canadiennes reconnaissent le droit de changer de sexe sans opération dès l'âge de 18 ans. Il sera possible à une personne de changer la mention du sexe à son acte de naissance sans que cette personne n'ait à subir une chirurgie de réassignation sexuelle. La variance du genre n'est pas une maladie. Il n'y a pas de traitement curatif. Pour les enfants dont le trouble persiste après l'adolescence,
Ce pédiatre prescrit un traitement d'inhibiteur hormonal réversible, le même qui permet à Matt de vivre sa puberté sans développer les caractéristiques du sexe opposé. Je suis moi-même, et si dans 10 ans, je décide de redevenir une fille à nouveau, OK, donc ça, une deuxième vidéo. Je veux juste mentionner, par exemple, je sais que c'est des vidéos, c'est des histoires qui ressortent du Québec. Ça, c'est une des difficultés de trouver le matériel en français, en fait, qui ressort de l'Ontario, malheureusement. Il n'y en a pas tant que ça. Si vous en connaissez, vous pouvez toujours m'envoyer vos ressources. Certains points saillants de la vidéo, ça parle d'autodétermination. Matt qui décrit que c'est lui qui décide de son propre genre. Encore une fois, par exemple, on parle de transition sociale en bas âge, d'intimidation, de suicidalité, un peu plus de la stigmatisation au niveau de la famille. En fait, ici, le parent en fait, de Matt en fait, décrit le niveau de sacrifice parfois qui peut avoir lieu ou le niveau de changement ou comme la perturbation au niveau de la famille d'avoir à changer d'emploi, de quartier, d'école, etc. Donc, plusieurs choses parfois que certaines familles ont à faire pour que leurs enfants puissent pleinement s'exprimer leur propre identité. Puis en fait, c'est merveilleux de voir qu'il y a des parents qui soutiennent leurs enfants comme ça, de cette façon-là, complètement. La vidéo parle aussi de transition légale, le changement de désignation de sexe, le fait que le traitement n'est pas curatif. Et bon, ils ont aussi parlé d'hormonothérapie, de la fluidité du genre. Et encore une fois, on parle de chirurgie. Donc, on demande à Matt, même si encore jeune adolescent, « Ah, est-ce que tu vas avoir une chirurgie? » Bon, fait que ça, c'est commun chez les médias. OK, on retourne un peu plus à l'enfance. Et c'est un phénomène d'apparent versus non apparent. Parfois, les gens vont dire « Ah, mais moi, j'en connais pas d'enfants créatifs dans le genre ou dans mon environnement, il n'y en a aucun. » Mais ça peut être une situation, en fait, où les gens ne se sentent pas, en fait, en sécurité ou ne peuvent pas se confier. Il y a un sentiment de honte ou de peur par rapport à ça. Puis ça peut être dès l'âge de 3 ans, en fait, que les enfants ressentent déjà que ne pas se conformer sur le plan du genre, c'est quelque chose qui est vraiment pas accepté. Donc, parfois, c'est pas une question que ces enfants-là ne sont pas là dans le système scolaire ou autre. C'est juste qu'ils ils reconnaissent très bien, en fait, le danger qui peut se présenter de la violence, de l'intimidation, du harcèlement, etc. Chez les enfants, il n'y a pas de façon, en fait, de déterminer à 100% c'est quel enfant créatif dans le genre qui vont s'identifier en tant que trans à l'adolescence ou l'âge adulte, qui devrait poursuivre une transition sociale chez les enfants. Donc, il n'y a pas de façon de déterminer à 100%, mais ici, vous voyez, c'est Dr. Joe Olson qui donne comme une façon relativement rapide de se poser cette question-là, c'est est-ce que c'est quelque chose de c'est persistent, insistent, consistent. Donc, est-ce que l'enfant persiste dans son identité de genre ou à vouloir poursuivre la transition sociale? Est-ce que l'enfant insiste? Puis est-ce que l'enfant le fait de façon continue? Donc ça, c'est une indication.
Donc, encore une fois, on ne peut pas prédire quels enfants vont poursuivre un parcours trans jusqu'à l'adolescence ou à l'âge adulte. Une des indications, potentiellement, c'est quand un enfant dit, exemple, un enfant qui a été assigné garçon à la naissance, quand elle dit, on va dire, je suis une fille, plutôt que je veux être une fille. Donc ça peut être une indication, mais encore une fois, c'est pas à déterminer 100%. Puis l'autre aspect, ce serait aussi une différence entre quand c'est une exploration de genre, donc un jeu avec le genre, plutôt que quand ça vraiment donne l'impression que c'est une question de survie. Donc, est-ce que les enfants changent ou retournent, en guillemets, au genre assigné à la naissance? Oui, parfois. C'est plus fréquent autour de l'âge entre 10 et 14 ans, donc au moment de la puberté. Il y a des enfants qui vont dire « Ah non, ben finalement, moi, oui, je veux la puberté qui correspond au genre qu'on m'a assigné à la naissance. » Mais une fois que les enfants ont comme dépassé la puberté, ou 13 ans et plus environ, c'est beaucoup plus rare qu'ils décident de cesser leur parcours trans. C'est seulement 2% environ, à moins d'avoir des expériences de la pression au niveau de la famille ou des expériences par rapport à l'intimidation ou la violence. À ce moment-là, oui, il y a des jeunes qui vont décider que poursuivre un parcours trans, ça vaut pas la peine à cause des conséquences sociales. Et donc, c'est ça, une des conséquences sociales de la non-conformité de genre, c'est qu'il y a beaucoup de violence qui est fondée sur le genre, soit de la part de la famille ou à l'école. Et il y a une étude, en fait, qui a été faite avec 17 000 enfants de 2012 environ, qui a montré qu'il y avait un risque plus élevé de syndrome de stress post-traumatique chez les jeunes qui sont les enfants créatifs dans le genre ou les jeunes non conformes ou les jeunes trans. L'expérience des parents, les vidéos ont aussi touché à ça. Donc, pour certains parents, ça peut être une expérience de deuil un peu. Ça, c'est une autre illustration de Sophie Labelle qui montre donc certains parents qui sentent que perdre un enfant et en gagnent un autre. Mais il y a d'autres parents qui disent « Ah non, pas du tout », en fait, qui sont offensés par l'idée qu'ils doivent être en deuil de leur enfant parce que c'est toujours leur enfant. Il peut aussi avoir un sentiment de culpabilité. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Etc. Un sentiment de stigmatisation ou d'isolement. Une perte d'appartenance à la famille ou à la communauté. Mais aussi, d'un côté plus positif, il peut aussi avoir beaucoup de fierté, aussi une opportunité d'apprentissage. Certains parents qui disent « Ah oui, mais c'est à cause de mon enfant créatif dans le genre, ça m'a permis de vivre une expérience puis d'apprendre tellement de choses nouvelles. » Donc, ça peut aussi être positif. Une autre expérience chez les parents, quand on repense à l'intersectionnalité, donc, c'est important de reconnaître aussi différentes formes de marginalisation. Donc, pour certaines familles, par exemple des familles racisées, il peut y avoir encore plus de stigmatisation ou encore plus de peur, par exemple, que oh, mon enfant va être stigmatisé non seulement pour sa race, sa communauté ethnoculturelle, mais mon enfant va aussi avoir d'autres stigmatisations ou d'intimidations, etc., à cause de son identité de genre. Donc, ça peut être encore plus difficile, en fait, d'avoir plusieurs expériences d'oppression croisées. Et le soutien par les pairs, encore une fois, ça peut être très important parce que de pouvoir partager les expériences avec d'autres personnes qui ont des expériences similaires aussi, qui comprennent, ça peut être très, très important. Chez les jeunes trans, à l'adolescence en particulier, en fait, c'est de 16 à 24 ans ici, le soutien familial, c'est vraiment le facteur de protection le plus important pour maintenir la santé physique et mentale, en fait, chez les jeunes.
l'image ici, en fait, vous montre la différence avec les jeunes qui ont des enfants, les jeunes qui ont des parents qui soutiennent versus des parents qui ne soutiennent pas. Donc, le taux de symptômes de dépression, le taux de jeunes qui ont envisagé le suicide ou qui ont fait une tentative de suicide, en fait, il y a une réduction de 93% de la suicidalité quand les enfants créatifs dans le genre ou les jeunes trans ont des parents qui les soutiennent. C'est vraiment énorme, c'est énorme comme différence et le soutien familial est extrêmement important pour les jeunes trans. Une recommandation de certaines cliniciennes ou cliniciens pour les enfants créatifs dans le genre, si c'est possible de le faire, pour voir si l'identité de genre ou la façon dont un enfant veut s'exprimer, si ça persiste, si c'est continu, si ça change l'humeur de l'enfant, c'est par exemple, on va dire, aller en vacances, partir une semaine ou deux, visiter ailleurs. Je sais qu'au niveau économique, ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais d'aller dans un autre environnement externe et voir est-ce que ça change le comportement de mon enfant. Quand mon enfant peut s'exprimer sans avoir peur des conséquences ou des opinions des gens autour, est-ce que ça change son comportement on va dire de passer de la colère à la joie et la bonne humeur? Et ça peut être une indication qu'une transition sociale pourrait être appropriée. OK, donc on va passer maintenant à une expérience un peu plus interactive avec vous. Vous allez avoir la chance d'avoir des discussions en petits groupes sur 3 différentes approches, 3 différentes démarches avec les enfants créatifs dans le genre, par rapport au soutien, on va dire, un enfant à la petite enfance commence à exprimer son genre de façon un peu différente ou de façon inattendue par rapport aux normes. Trois approches qui sont souvent utilisées. La première, c'est intervenir, mais intervenir dans le sens lâche la poupée, lâche la Barbie. Si tu es un petit garçon, on va te remettre sur la marche en fait des normes de genre. Donc ça, c'est une des approches. C'est souvent la première approche utilisée par les familles. Et c'est encore l'approche de certains cliniciens ou cliniciennes. Donc, c'est la première qu'on va discuter. Ensuite, la deuxième approche, ça va être attendre. Donc, aucune action, voir, OK, qu'est-ce qui va se passer? Bon, mon enfant manifeste des comportements ou des préférences, etc., qui sont à l'extérieur des normes. On pose pas de geste à ce moment-là. Puis, la troisième approche, c'est accompagner. Donc, soutenir l'exploration au rythme de l'enfant. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va passer au petit groupe de discussion. La première approche, intervenir. Donc, dans votre groupe, j'aimerais en fait que vous discutiez, ce serait quoi les avantages de genre d'intervention lâche la poupée, donc de rester de se conformer aux attentes de genre, et c'est quoi les désavantages de cette approche-là? You can't hear us at this point, but I just realized that I put you.
Ah, OK. Merci beaucoup pour votre participation. Bon, je ne sais pas s'il y a eu, on a eu un groupe de discussion où est-ce qu'il y avait eu plus de commentaires, puis l'autre groupe de discussion où est-ce qu'il n'y en a pas trop eu. Donc, je ne suis pas sûre si du côté technique, est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que les gens étaient peut-être gênés de discuter ou c'était peut-être juste difficile. Bon, je pense un point commun, ça a été, c'est vraiment difficile de voir qu'il y ait des avantages à cette approche-là. Donc, je vous propose, ce n'est pas les avantages que moi je prône ici, ce que ça dit, mais c'est certaines perspectives que des personnes ont, de dire que supposément ça prévient l'intimidation, que c'est en ligne avec la réaction immédiate des parents, que ça sert à rendre les enfants plus à l'aise dans leur propre corps et éviter d'être trans à l'âge adulte. Donc, c'est pas ce que Santé Arc-en-Ciel Ontario prône, mais les personnes qui prennent cette approche-là donc croient à ces avantages-là particuliers. Les désavantages de cette approche, je pense que vous avez mentionné que c'est pathologisant, ça renforce les stéréotypes, c'est considéré par certaines personnes d'être une thérapie réparatrice. C'est basé sur la honte de l'identité. Et en plus, c'est une intervention qui est au niveau individuel plutôt qu'au niveau social. C'est à propos de changer l'individu et non pas changer la société. OK, on va passer à la deuxième approche. Encore une fois, on va aller dans deux groupes de discussion. Donc, attendre. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des désavantages? C'est à vous la parole. Parfait, merci beaucoup encore une fois pour les commentaires. Donc, je pense que vous avez déjà identifié quelques avantages potentiellement. C'est rien imposé à l'enfant. Ça permet l'observation du comportement et ça peut aussi donner plus de temps pour des discussions avec l'école ou la communauté, les gens de la collectivité, la famille, etc. Donc, ça permet peut-être
de cheminer un peu de ce côté-là par rapport à la défense des droits avant de comme passer immédiatement à une exploration de genre ou une transition sociale, etc. Les désavantages, bien, on attend quoi? On attend quoi exactement? Puis pendant ce temps-là, l'enfant assimile des messages négatifs de la société. Ça peut être perçu par l'enfant comme des gestes contradictoires ou un soutien qui est inconsistant. Donc ah oui, ben, des fois c'est correct, des fois c'est pas correct. Et donc, ça a été démontré qu'un soutien inconsistant de la part des parents ou de la famille, c'est beaucoup moins efficace par rapport à la prévention des risques de dépression, d'anxiété, suicidalité, etc. C'est vraiment un soutien constant de la part de la famille et des parents qui est le plus avantageux. Donc, OK, troisième approche, donc accompagner, soutenir l'exploration au rythme de l'enfant. Dernière petite discussion, avantages et désavantages. Donc, c'est à vous maintenant. Parfait. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Je pense que vous avez déjà identifié les points qui sont écrits ici. Donc, bon, avantage de l'accompagnement, c'est une acceptation de la diversité, la variance de genre, un soutien clair et continu de la part des parents, de la famille, aucune intention de changer l'individu. Et il y a aussi des données probantes qui démontrent l'efficacité de ce genre d'approche-là. Désavantages, bon, c'est certains arguments qui disent que l'enfant est trop jeune pour prendre ses décisions, mais c'est là aussi que l'utilisation d'inhibiteurs hormonaux, suppression de la puberté, etc., ça donne plus de temps, en fait, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la transition et tout. L'enfant peut faire face
l'enfant et la famille peuvent faire face à de l'intimidation, à de la violence, et il peut y avoir une stigmatisation de la famille entière. Mais par contre, dans le fond, par rapport à ce genre de désavantages-là, oui, ils vont être présents, oui, ça fait partie de ce genre de l'expérience de transition souvent, mais l'intervention à ce niveau-là, ce n'est pas d'empêcher la transition ou d'empêcher l'exploration de genre, mais plutôt c'est d'essayer de construire, d'augmenter la capacité et la résilience, en fait, de l'enfant et de la famille, d'avoir des espaces de discussion et d'ouverture pour parler de ces expériences de discrimination-là ou d'intimidation. Donc, comment répondre à certains commentaires, comment obtenir le soutien de la communauté, de l'école, de la communauté, etc. Parler du fait que, nommer le fait que oui, c'est de la discrimination et c'est pas une expérience qui devrait se produire. Donc, mais comment est-ce qu'on peut la gérer quand elle se produit plutôt que d'essayer de changer un individu pour s'adapter aux attentes de la société. OK. Donc, en dernier lieu, je veux juste vous présenter certains documents par rapport le rôle, en fait, des professionnels, le rôle des prestataires de soins et services et des éducateurs et éducatrices, etc. Il y a une déclaration qui a été présentée récemment, donc une déclaration concernant plutôt l'affirmation des enfants et des jeunes transgenres. Ça vient des associations en travail social du Canada. Et cette déclaration, elle dit que la diversité sexuelle et de genre doit être respectée en tant qu'expression de la diversité humaine, que les jeunes transgenres doivent être considérés selon le genre auquel ils s'identifient, et que toute tentative de la part d'un professionnel de changer l'identité ou l'expression de genre d'un jeune pour le faire correspondre aux normes sociales est considérée comme contraire à l'éthique et constitue un abus de pouvoir et d'autorité. Donc, nous, de notre côté, à Santé Arc-en-Ciel Ontario, c'est aussi la croyance que nous avons. En fait, c'est de ne pas changer l'identité de ne pas faire de tentative de changer l'identité de genre, mais plutôt d'accompagner et d'offrir du soutien à ce niveau-là. Et le document de standard des soins de WPATH donne aussi plusieurs consignes. En fait, je vous le recommande comme document de le lire à part entière si vous offrez du soutien aux personnes trans. Donc, il y a plusieurs recommandations. Premièrement, que les professionnels en santé mentale devraient aider la famille à accepter et à savoir répondre aux inquiétudes de leurs enfants ou adolescents dysphoriques. Aussi que les familles elles-mêmes doivent être soutenues dans la gestion de l'incertitude, de l'anxiété sur leur devenir de leurs enfants et adolescents et le type d'aide à apporter au quotidien pour que les jeunes puissent développer une image positive de soi. Les professionnels devraient aussi proposer aux enfants, aux adolescents, à leurs familles des informations et des lieux de soutien par les pairs, comme des groupes de soutien. Et les professionnels de la santé ou de l'éducation peuvent soutenir les clients et les familles lors des décisions difficiles comme le moment d'exprimer un rôle de genre cohérent avec l'identité de genre, moment de synchronisation des rôles de genre, la possibilité de transition sociale, etc. Et finalement, les professionnels de santé doivent aussi soutenir les clients et les familles, non seulement comme au niveau individuel ou genre en rendez-vous avec eux, mais aussi comme défenseurs des droits dans les interactions avec les membres des communautés et d'autres autorités comme enseignants, conseils scolaires, tribunaux, etc. Oh, non, il y a une autre diapo, en fait, que les professionnels de la santé, ce qu'ils ne devraient pas faire, c'est ne jamais rejeter ou exprimer d'attitudes négatives vis-à-vis des identités de genre non conformes. Et aussi que les professionnels de la santé mentale ne devraient jamais imposer une vision binaire du genre. Ici, vous avez deux ressources
spécifiques à l'Ontario, les soins de santé spécialisés. Il y a la clinique de diversité enfants et adolescents à CHEO, Children's Hospital of Eastern Ontario, où le service est bilingue en français et en anglais. Il y a Sick Kids Hospital à Toronto, où le service est en anglais, mais vous avez toujours le droit pour les francophones, un service d'interprète quand vous accédez aux soins de santé. Donc ça, c'est les deux cliniques spécialisées en Ontario, particulièrement pour l'adolescence et les jeunes qui voudraient entamer des inhibiteurs hormonaux. Donc voilà, ça nous mène à la fin de la présentation et maintenant à la période de questions. Donc si vous avez des commentaires et des questions, c'est le temps maintenant de les poser. OK, donc je vois vos questions. Pour la première, la question de Heidi, y a-t-il des ressources pour les enfants dont le parent est transgenre? Il n'y a pas de ressources en fait qui me viennent à l'esprit immédiatement, malheureusement, et particulièrement pas en français, peut-être plus en anglais. Donc, ce que je suggère, en fait, c'est, si c'est possible, de m'envoyer un courriel. Vous voyez, mon adresse, elle est disponible, c'est cthibault@rainbowhealthontario.ca. Si c'est possible de m'envoyer la question, moi, je vais faire un peu de recherche de mon côté, en fait, pour voir s'il y a une ressource disponible. Comme j'en ai pas une là, immédiatement qui me vient à l'esprit. La question de Marie-Josée, donc, peut-on accéder au webinaire plus tard et comment le faire? Oui, tout à fait. Le webinaire va être disponible sur le site web du projet. Donc, l'adresse, c'est complexneeds.ca et vous pouvez choisir la version française du site. Et il y a la section formation, webinaire, puis à ce moment-là, vous voyez les deux webinaires en français, ou si vous retournez en anglais, vous pouvez voir les 9 webinaires en anglais. Et ils sont tous disponibles, donc vous pouvez voir l'enregistrement par la suite. Question de Annie-Claude. Lorsqu'un enfant est créatif dans le genre, à quel moment devrions-nous consulter une ressource professionnelle? Je pense que c'est par rapport à, dans le fond, comment est-ce que l'enfant
comment est-ce que l'enfant vit cette expérience-là. S'il n'y a pas de symptômes de détresse, s'il n'y a pas d'indication de dépression, d'anxiété, si c'est juste c'est une question d'exploration de genre et qu'il n'y a pas de difficulté à ce moment-là, en fait, ce n'est pas recommandé, comme il n'y a pas besoin d'avoir une évaluation psychiatrique, par exemple, ou ce genre de choses-là. Au niveau de l'enfant, parfois, souvent, c'est les familles ou c'est les parents, en fait, qui ont besoin de plus d'appui ou qui ont besoin d'une ressource professionnelle et pas nécessairement les enfants. Où est-ce que ça devient clé, par exemple, c'est au début de la puberté. Donc, peut-être un peu avant le début de la puberté, là, à ce moment-là, consulter ou accéder à des soins de santé spécialisés, ça peut devenir très, très important si le changement corporel vont causer de la détresse chez l'enfant ou le préadolescent. Merci aussi pour vos commentaires positifs. Ça m'a fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il reste d'autres questions? On a encore quelques minutes, là, si jamais il y en a d'autres. OK, bien, encore une fois, merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre participation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez mon adresse courriel. Il y a aussi notre Twitter de Santé Arc-en-Ciel Ontario. Donc, si jamais il y a quelque chose d'autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à communiquer avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et bon, encore une fois, merci beaucoup.